Rodin va comprendre une chose qui est fondamentale, là aussi pour l'innovation. C'est-à-dire qu'il va comprendre que la forme d'innovation la plus difficile, ce n'est pas la complexification. Ça, dans une entreprise, dans une communauté entrepreneuriale, vous avez toujours 35 volontaires pour faire de l'innovation par complexification. Vous en avez beaucoup moins pour faire de l'innovation par simplification. Peut-être d'ailleurs parce que les personnes se disent qu'à la fin, l'objet de la simplification, ça sera eux. Ils n'ont peut-être pas tort. Donc il faut penser à tout ça. Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime la tête, il supprime les bras, et il dit au fond, qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est l'homme qui marche. Et alors, vous aviez tout à l'heure le geste éternisé, vous avez ici la totale véracité du mouvement immobile. On est à nouveau dans un oxymore, à nouveau dans une coincidentia oppositorum, c'est-à-dire dans... Voilà. Et alors, évidemment, l'homme qui marche, ça, on le veut ou non, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un des très grands moments en 1907 de la carrière de Rodin, au point qu'évidemment, ça déclenchera chez quelqu'un, mais faut-il encore leur dire, Alberto Giacometti est quelqu'un qui a énormément regardé Rodin. Cette fragmentation en vue d'expressivité, moins c'est plus. Souvenez-vous de la fameuse phrase de Mies van der Rohe, less is more. C'est clair qu'ici, à partir du moment où vous supprimez la tête et vous supprimez un des deux bras et où vous jetez les jambes de manière centrifuge en hauteur et puis en pliure, vous allez montrer que le seul sujet véritable du tableau, c'est évidemment le sexe. Et là, Rodin, que vous le vouliez ou non, c'est quelqu'un qui tire les leçons, effectivement, de la révolution copernicienne de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est-à-dire que l'homme ne peut plus se rattacher à une transcendance, sauf à faire d'une partie de son corps un lieu transcendant. Et cette transcendance du sexe, que d'ailleurs, évidemment, Freud va formaliser très peu de temps après, d'une certaine façon, Rodin l'a fabuleusement compris. Alors, vous vous dites, oh, il est en train, le vieux, de nous entraîner là, vers Courbet, l'origine du monde. Ben oui, tout à fait, c'est clair. Alors, je ne suis absolument pas sûr. Vous le savez, l'origine du monde et le bain turc sont commandés par un diplomate ottoman qui s'appelle Khalil Bey dans l'atelier de Vin, dans l'atelier de Courbet, et en principe, personne ne les a vus. Il s'est enfui avec. Bon, ensuite, ils ont refait surface pour des raisons que je ne peux pas expliquer maintenant. Mais sans même aller jusqu'à Courbet, et en même temps, je pense que Courbet est important, regardez quand même les dessins érotiques de Rodin, qui sont très très forts. C'est un des plus grands dessinateurs érotiques qui ait existé. Et vous voyez bien qu'ici, cette espèce de réduction du visible à ce que normalement il faudrait cacher, l'obvi et l'obtus, pour reprendre la terminologie de Roland Barthes, c'est évidemment, et c'est exactement ce qu'il fait en sculpture. C'est-à-dire qu'il supprime des éléments pour focaliser le regard de manière extrêmement obsessionnelle et évidemment subversive sur, finalement, le seul lieu où l'homme peut espérer atteindre un moment d'éternité, un instant d'éternité. Là aussi, on est dans un oxymore, on est dans une coincidentia oppositorum. L'éternité ne peut plus être perçue que dans l'instant, et dans l'instant arrêté, évidemment, de la sexualité.